Salut à tous, je vous retrouve donc aujourd'hui avec beaucoup, mais alors vraiment beaucoup de plaisir puisque je viens de raccrocher avec Gilles Lartigot. Donc je vous ai filmé donc un entretien avec lui. L'entretien dure à peu près 1 heure et par avance je vais déjà m'excuser puisque je voulais vous faire une super vidéo avec un beau montage et tout. Et donc on a fait cet entretien par Skype. J'avais également téléchargé donc un logiciel pour faire un beau montage et tout. Et malheureusement, j'arrivais pas du tout à avoir quelque chose de chouette à l'image. Donc la technologie et moi, ça fait décidément 2, voire même 3. Donc Gilles a été super patient, super sympa. Et j'ai fini donc en filmant mon appareil, en filmant l'écran parce que sinon je n'aurais encore une fois pas réussi à faire cet entretien aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous plaira quand même. Voilà, donc je vous laisse regarder, il y en a pour à peu près 1 heure d'entretien, donc j'espère que ça vous plaira. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt. Ciao. Bonjour Gilles Lartigot, donc je te reçois aujourd'hui donc pour parler donc de ton livre. Donc déjà je vais te présenter un tout petit peu, donc tu t'appelles Gilles Lartigot, donc ça je l'ai déjà dit. Donc tu es un auteur qui est 100% donc indépendant et 100% langue de bois, c'est ça? Sans langue de bois, pardon. On va recommencer. Wow. Ça passera au zapping. Bon, c'est pas grave. Je recommence. Faut que je me détende. Maintenant, je suis énervée. Bon, on recommence. Ça tout seul. Si tu veux que je te le présente tout seul, ça va te mettre à l'aise. D'accord. Alors. Donc, on démarre. Salut à tous. Donc, salut Gilles. Donc, aujourd'hui, je reçois Gilles Lartigot. Donc, je te laisse te présenter. Je suis l'auteur du livre Hit, chronique d'un fauve dans la jungle alimentaire. Donc je suis un auteur 100% indépendant, 100% sans langue de bois. Et j'ai enquêté durant 3 ans dans le domaine de l'industrie agroalimentaire, de l'élevage industriel. Et j'ai soulevé des faits qui mettent en relation nos maladies chroniques, le cancer également, en relation avec notre mode alimentaire. En fait, ce qu'on mange aujourd'hui nous rend malades. Et je montre également les façons dont on peut en réchapper. Voilà. D'accord. Donc je montre quand même ton livre, donc il y en a quand même sûrement pas mal qui le connaissent puisque toutes les personnes qui me suivent, je pense qu'elles ont déjà vu donc soit de passer ton livre, soit j'avais fait également une vidéo suite à la conférence, donc on en parlera tout à l'heure de ta conférence. Donc moi je t'ai découvert en fait, je ne vais pas dire assez récemment parce que ça fait quand même à peu près 1 an maintenant que je t'ai découvert et que je suis ton actualité. Je crois que je t'ai vu pour la première fois en 2014, ça devait être sur YouTube grâce à une vidéo, donc tu avais fait une interview je crois que c'était aussi pour une émission de radio, donc par rapport à la sortie de ton livre. Donc ça m'a tout de suite interpellée parce que bon, j'étais un petit peu aussi en questionnement alimentaire donc pour le moment, enfin à cette époque-là. Et ça m'a pas mal interpellée. Et ton discours, je vais dire, il m'a beaucoup parlé. Du coup, j'ai partagé ta vidéo donc sur mon blog. Et c'est pareil, ça a fait un peu des émules. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit, ouais, mais il est génial ce type, j'accroche pas mal à ce qu'il dit et tout. Donc du coup, je me suis acheté ton bouquin parce que j'avais vraiment envie de lire donc ce qu'il y avait dedans. Et donc je m'intéressais beaucoup aussi donc, à tout ce que tu disais, donc on vit dans une société toxique, donc tu parles donc de l'alimentation, tout ce qui est pollution, le stress, enfin un petit peu tout l'environnement, tout ce qui peut un peu être donc mauvais pour notre santé. Et je voulais savoir, donc qu'est-ce qui t'a donné en fait l'envie d'écrire ce livre? Est-ce que tu as eu un déclic spécifique ou voilà, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ton bouquin? Avec ma femme, on s'intéressait en fait aux animaux et notamment à la protection animale. Il se trouve qu'on travaillait pour la télé notamment. On faisait des enquêtes d'investigation. La dernière année avant qu'on parte s'isoler au Québec, on avait fait une enquête concernant les galgos. En fait, ce sont des lévriers dans le sud de l'Espagne. Et ces lévriers étaient maltraités, ils étaient utilisés à des fins pour la chasse. Donc la chasse aux lévriers, il faut savoir qu'elle est interdite en Europe, sauf en Espagne. Donc c'est plutôt
certaines communautés qui sont des gens du gitan en fait, qui utilisent ces lévriers, donc plutôt dans le sud de l'Espagne, à des fins donc, pour chasser le gibier. Et ces lévriers sont vraiment maltraités, c'est-à-dire qu'ils ont des meutes de 10-12 chiens. À la fin de la saison de chasse, ils abattent quasiment toute leur meute, ils gardent juste le meilleur en fait, chasseur, parce que ce sont des gens fiers, et en fait, le fait d'être un mauvais chasseur, c'est que le chien n'a pas respecté son maître, donc il les tue. Et il les tue de façon quand même assez barbare. C'est-à-dire qu'ils les pendent dans une forêt, ils appellent ça la position du pianiste, c'est-à-dire qu'ils pendent le lévrier par le cou, ils laissent toucher juste les deux pattes sur le sol. Et les lévriers agonisent pendant des jours et des jours. Ils les jettent dans des puits vivants, ils les traînent derrière une voiture. Ils les brûlent aussi, non, également, il me semble. Ils les piquent à l'eau de javel. C'est des choses vraiment qui sont horribles. Il y a une association en France qui s'appelle Passion Lévrier. On a pris contact avec eux, on a été faire notre première enquête d'investigation dans un petit village qui s'appelle Villena, dans le sud de l'Espagne. Donc ça, c'était à peu près dans les années 2006, je crois, 2005-2006. Et donc ça nous a profondément marqué. C'était notre première enquête d'investigation. Et par la diffusion en fait, de cette enquête, il y a certaines personnes qui se sont mis en rapport avec nous, notamment des gens de l'ALF. L'ALF, c'est l'Animal Liberation Front. Il faut savoir que c'est une organisation considérée comme terroriste aux États-Unis. En fait, ce sont des gens qui se rassemblent pour libérer des animaux qui servent dans les expérimentations, notamment dans des laboratoires pharmaceutiques, dans des universités. En fait, on fait de l'expérimentation animale pour faire des progrès, soi-disant, dans la médecine. Ça, on pourra en parler. En tout cas, on utilise des animaux à des fins donc, de recherche, et ces gens-là vont libérer des animaux. Et il se trouve en fait qu'ils ont produit un film qui s'appelle ALF, donc Animal Liberation France. On a participé en fait à la production de ce film, et puis par le fait en fait de ces rencontres, on nous a proposé de nous intéresser à l'élevage industriel. Et là, c'était assez intéressant parce que moi, je me suis toujours intéressé à l'alimentation. Je suis diplômé en nutrition, je suis intervenu dans le domaine sportif. Donc, j'ai toujours en fait considéré l'alimentation comme très importante par rapport notamment à la performance sportive. Mais je ne savais pas en fait qu'elle pouvait nous rendre malades. Et le fait d'aller dans ces élevages industriels, donc, bien sûr, on n'était pas invité, hein, on est allé par effraction, en fait, et on est allé visiter donc, les premiers hangars de poulets, ça c'était en France, et là on s'est rendu compte des conditions dans lesquelles étaient élevés nos animaux. Ensuite, on est allé voir les cochons, les bovins, etc., etc. Et c'est à cette époque-là, en fait, que personnellement, j'ai vu des choses que j'aurais pas dû voir, et du jour au lendemain, j'ai plus pu consommer de viande. Parce qu'il faut savoir que des auditeurs sachent, et je pense qu'ils sont quand même sensibilisés par rapport à ça, que tout ce qui est élevage industriel, c'est complètement immoral. Si on est dans une société avec encore un peu de moralité, on ne peut pas cautionner ce genre de choses. Parce que les animaux sont élevés dans des conditions effroyables. Et c'est pas le pire, c'est-à-dire que la viande qu'on nous vend est une viande toxique. Pour qu'ils survivent dans ces conditions effroyables, il faut leur donner des antibiotiques. Ces antibiotiques, en plus, ce sont des facteurs de croissance, donc c'est tout bénéfique pour l'éleveur qui, en 6 mois, va élever un cochon et donc va pouvoir le rentabiliser. Ils considèrent les animaux, ces gens-là, comme des machines à viande. Des machines à viande. Hein, c'est la théorie de Descartes. Là, on remonte assez loin dans l'histoire, c'est-à-dire que l'animal n'éprouve aucune sensibilité, ce qui est totalement faux. Ce qu'on sait aujourd'hui, que Descartes s'est totalement gouré. Bon, c'était peut-être un grand personnage, mais il a tout faux par rapport à ça. On ne peut pas considérer aujourd'hui les animaux comme de simples machines. Donc le fait de m'être rendu en fait dans ces élevages, il fallait absolument qu'on témoigne de ce qu'on avait vu. Et petit à petit, en fait, le livre s'est construit comme ça, puisqu'on est allé, on a rencontré une personne qui a beaucoup d'importance dans le livre, c'est le professeur Pierre-Marie Martin,
qui est un professeur émérite, un professeur indépendant, un grand spécialiste en fait des perturbateurs endocriniens. On pourra peut-être en parler un petit peu plus tard, et de tous les cancers hormonodépendants, c'est-à-dire pour vous les femmes c'est le cancer du sein, pour vous les hommes le cancer de la prostate. Il faut savoir que tout ça est lié aux molécules toxiques qu'on emmagasine quasiment tous les jours. Et en fait, on est en train de rendre les hommes notamment stériles. Donc la génération aujourd'hui qui va naître, il faut savoir que de 9 chances sur 10 d'être stérile. Ils n'ont pas assez de spermatozoïdes. Alors tout ça, c'est à cause des perturbateurs endocriniens, à cause de notre nourriture. Et donc on a eu l'impression de dérouler, tu vois, une pelote de laine. Ouais. Et puis donc ça a donné, en fait, ça a donné HIT, qui a vraiment pour but d'éveiller les consciences, dire aux gens, faites attention à ce que vous mangez, surtout faites très attention à ce que vous donnez à manger à vos enfants. Voilà. D'accord. Donc c'est vrai que tu as tout à fait raison dans ce que tu dis, parce que quand tu commences un petit peu à t'intéresser à l'alimentation, c'est ça fait comme un peu, c'est vrai, une pelote de laine. En fait, tu commences à gratter et puis finalement, tu t'en apprends de plus en plus et ça fout un peu les jetons quand même, hein, parce que c'est vrai que tu parlais des perturbateurs endocriniens. Et c'est vrai qu'on en retrouve quand même pas mal partout, notamment dans l'alimentation, mais aussi dans tout ce qui est les produits d'hygiène et même dans le plastique. Surtout dans le plastique. Ouais. Perturbateurs endocriniens, il y a 3 sources principales, qui sont les plastiques. Donc tous les plastiques en fait, que l'on met par exemple au micro-ondes. La chaleur va libérer les perturbateurs endocriniens, qui sont des monomères, qui ne sont pas rattachés au polymère en fait. Le monomère, c'est le liant du plastique, tout ce qui est plastique un peu souple, les bouteilles d'eau, vos tupperwares, etc. Alors les tupperwares qu'on met au micro-ondes, c'est un danger, quoi. Le biberon en plastique qu'on met au micro-ondes, c'est un danger. Donc il faut vraiment alerter les gens par rapport à ça. Et ce que je remarque, c'est que les industriels ne nous avertissent pas par rapport à ces dangers. Et lorsque j'ai posé la question à Pierre-Marie Martin, là, il s'est mis en colère et il a dit mais les industriels ne sont pas responsables de notre santé, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. C'est à nous, simples citoyens, de faire remonter l'information. Et en plus, on doit prouver que c'est à cause de ça qu'on est malade. Comme c'est multifactoriel, tu vois très bien qu'on n'a aucune chance en fait de prouver quoi que ce soit. Donc il faut vraiment se préserver pour tout ce qui est plastique souple. Alors, c'est vrai que si on jette tout ce qui est en plastique dans notre cuisine, il ne va pas rester grand-chose. Donc pour ne pas affoler les gens, on peut encore utiliser le plastique, il faut pas le chauffer, il ne faut pas le mettre au lave-vaisselle, il ne faut pas le nettoyer avec des produits abrasifs, et il ne faut pas mettre du style des jus de citron, de l'huile, etc. dans ces contenants en plastique. Il faut privilégier des contenants en verre. D'accord. Ah oui, mais c'est lourd, ça se casse, mais c'est pas facile. Tout ce qui est facile, en fait, tout ce qui est pas cher, tout ce qui est bon, en fait, c'est pas bon pour notre santé. C'est une règle qui est assez simple. Donc la deuxième source de perturbateurs endocriniens, ce sont les pesticides et les engrais. Donc il faut que tes auditeurs sachent que les pesticides et les engrais sont de véritables poisons pour l'humain. Ce sont des dérivés des gaz de combat. C'est des perturbateurs endocriniens qui vont rester fixés à vie dans nos cellules graisseuses. Une fois qu'on les absorbe, ces perturbateurs endocriniens, on ne peut plus les éliminer. La troisième source, c'est la source des médicaments. Donc par exemple, pour une femme qui prend la pilule contraceptive, elle va en métaboliser à peu près 30%, le reste, ça part dans ses urines, ça va partir dans la nature, dans les stations d'épuration, et malheureusement, les stations d'épuration ne sont pas équipées de charbon actif, donc ces molécules vont se retrouver dans la nature. Et là, par exemple, en ce moment, je suis dans le sud de la France, donc près de Marseille, là où on rejette les eaux usées, la plupart des bancs de poissons sont féminisés et les mâles sont stériles. Et il faut savoir que cette eau, vous la buvez tous les jours. C'est l'eau du robinet. D'accord. Et oui. Mais bon, en même... Elle n'est pas bonne à boire, il faut la décontaminer, parce que c'est vrai, elle n'a pas de bactéries, mais par contre, vous allez vous retrouver avec des perturbateurs endocriniens. Donc vous ne vous étonnez pas si vous avez des difficultés après avoir des enfants, si vous faites des fausses couches, si votre mari est stérile. D'accord. C'est vraiment dramatique. Ouais, c'est vrai, parce qu'en plus, là, tu te dis, bon, je peux plus boire l'eau du robinet. Dans ce cas, je me rue sur l'eau en bouteille, mais c'est pareil. Donc l'eau en bouteille, c'est des contenants en plastique. Donc, pour répondre à l'eau, je travaille là-dessus, je publierai sûrement des choses là-dessus pour en fait dire aux gens qu'il y a des solutions aujourd'hui qui existent. Il faut décontaminer l'eau. Alors, à moins de boire l'eau en bouteille, et c'est pas très, je dirais, éthique parce que c'est des plastiques,
Il faut savoir ce qu'on en fait du plastique. On dit que c'est recyclable, c'est jamais recyclable Ouais. à 100%. Prends une bouteille de plastique, tu la brûles à l'intérieur de chez toi, tu vas voir ce qui est recyclable. Donc c'est totalement, en fait, ça pollue Ouais. et en plus c'est du plastique donc, qui est en contact de l'eau. Et ça coûte cher. Ça coûte cher. L'eau, c'est un bien commun. Ouais. Ça fait partie des biens communs. L'eau, c'est quoi? C'est l'eau de pluie, c'est l'eau des rivières, des lacs. Et l'eau est en train d'être privatisée par des grands groupes, comme Nestlé. Ils privatisent un bien commun. Comment on peut accepter ça? Et on nous revend l'eau. Et tu vois les marges C'est qui cher, l'eau, ouais. c'est incroyable. Ouais. Ce qu'on paye, en fait, c'est le plastique, c'est pas l'eau. Hein. L'eau, elle est gratuite pour eux. D'accord. Donc pour l'eau, le plus simple, c'est de prendre de l'eau de robinet ou de récupérer l'eau de pluie et tout, mais bon, ça c'est peut-être un peu compliqué. Si vous avez de l'eau de robinet, vous avez une solution, c'est l'osmose inverse. Ça coûte cher, ça coûte à peu près 1600 €, c'est des tarifs qui ont quand même baissé, mais l'osmose inverse va vous décontaminer 99,999%. Vous avez de l'eau qui est safe. D'accord. Aucun problème. Et vous verrez que c'est vraiment, vous pouvez amortir ce prix sur de très très longues Années, années. Le filtre dure plusieurs longues années. D'accord. Moi j'ai un accessoire qui est formidable, ça s'appelle un berquet. C'est une espèce comme une grosse couscoussière, tu vois. C'est deux grosses bonbonnes. Une bonbonne dans laquelle je mets de l'eau. Alors je peux mettre l'eau du lac quand je suis au Québec. Ouais. Je peux mettre, voilà, donc l'eau du lac, tu vois. Ouais. Je peux même mettre de l'eau de mer, tu vois. Il y a 2 filtres à charbon qui filtrent 99,999%. C'est un accessoire qui est fabuleux. C'est accessible, ça coûte entre 260 et 350 €. C'est des bonbons entre 8 et 15 litres. Donc voilà, aujourd'hui, moi je décontamine mon. D'accord. Voilà, je conseille aux gens de. Ok, bah c'est bon à savoir parce que je connaissais pas du tout. Donc, Il y a des solutions aujourd'hui. Voilà. D'accord. Alors, comme je suis dépendant, je ne suis pas commissionné par rapport aux gens qui font de l'eau en osmose inverse, tu vois, à Berkeley aussi. Donc voilà, moi je revendique mon statut indépendant. Par contre, on me demande beaucoup, on me demande souvent où est-ce que je me fournis, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que j'utilise. Donc forcément, à un moment donné, il faut que je cite bien sûr, oui. et certains systèmes. Voilà, mais il faut savoir que moi je gagne ma vie, tu sais, uniquement avec le livre. Je suis très bien comme ça, voilà. D'accord. Ça me permet d'avoir ma liberté de temps. Mais tu as bien raison. Alors, tu as aussi consacré donc une grosse partie de ton livre, notamment au lait. Donc, alors moi, bêtement, je vais le dire ici, je vais peut-être me faire huer par... Moi, j'ai toujours cru que le lait, c'était bon pour la santé. Donc, jusqu'à il y a quelques années, donc maintenant, ça fait 2 ans qu'on a totalement arrêté d'en consommer, donc sauf un petit peu de fromage encore de temps en temps. Par contre, alors, moi, naïvement, ou vraiment peut-être bêtement, donc, mis à part déjà tout ce que... le lait, c'est pas hyper bon et tout ça pour la santé, contrairement à ce qu'on veut bien nous faire croire, donc avec toutes les jolies pubs qu'on nous montre à la télé. Moi, bêtement, je pensais que pour le lait, c'était un petit peu comme pour les poules, en fait, qu'il existait en fait 2 races, tu vois, que en fait, il existait et la vache donc qui faisait la viande et la vache qui faisait le lait. Et j'ai appris donc il y a 2 ans que en fait, il fallait que donc la vache soit inséminée et qu'elle ait un veau en fait pour donner du lait. Et j'avoue que oui, ça te fait sourire, mais je te promets, j'étais sur le cul parce que vraiment pour moi, c'était non. Pour moi, il existait en fait 2 races et je pensais vraiment pas que qu'il y avait besoin d'assimiler. Donc, j'ai trouvé ça encore plus horrible justement par rapport à ça. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus donc sur le lait? Oui, donc par rapport à ta question sur le lait, moi, j'étais dans le même cas que toi. J'étais surpris lorsque j'ai appris qu'il fallait inséminer la vache pour qu'elle ait un petit veau. Donc elle est 9 mois de gestation, comme un petit humain. Et lorsqu'elle n'est pas, on va lui retirer ce veau dès la naissance. Donc là, choc psychologique pour la vache qui va meubler pendant des semaines. C'est une douleur pour elle. Imagine quand tu es enceinte, au bout de 9 mois tu accouches et qu'on te lève ton enfant. Et là, on va prendre ton lait. Et puis on va pour le vendre à une autre race, tu vois. Et c'est ce qui se passe avec les vaches. Donc ensuite, au niveau de la production de lait est complètement immorale. Là aussi, c'est une atrocité. En plus, on veut nous fourguer du lait. Bientôt, on va le prendre par les oreilles ou un suppositoire, tu vois. Parce qu'en fait, la France est un des plus gros pays producteurs de lait européens.
Donc il faut bien qu'on écoule aujourd'hui l'industrie qu'on a mis en place. Voilà. Donc il y a donc il y a des races aussi à viande qui sont très peu nombreuses. En France, on en a encore quelques-unes, mais c'est une viande qui est très chère. Donc la viande que vous mangez aujourd'hui, ça s'appelle la viande de réforme. En fait, c'est la vache, au bout de 4-5 ans, elle ne peut plus produire de lait. Et donc elle va à ses directions d'abattoir. Alors les abattoirs, j'y suis allé. C'est Paul McCartney qui disait si les abattoirs avaient des vitres, tout le monde serait végétarien, ce qui est vrai. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a une désinformation par rapport à la viande, parce que si les gens savaient ce qu'ils mangeaient, si les mères de famille savaient ce qu'elles achetaient, ce qu'elles achètent lorsqu'elles achètent du steak haché à bas prix, elles empoisonnent leurs enfants. D'accord. C'est de la viande qui est gavée en fait d'antibiotiques. Toutes les vaches, tous les veaux, tout ça, tous les animaux d'élevage sont vaccinés dès leur naissance. Donc on mange tout ça. En plus, la viande, on donne à manger aux bovins pour produire de la viande, non pas du fourrage, parce qu'un bovin c'est herbivore. Non, on leur donne à manger des grains. Voilà. Des tourteaux de soja, des graines de maïs. Avant c'était des farines animales. Bon, on s'est rendu compte que oui, avec la vache folle, c'était peut-être pas forcément une mauvaise idée, une bonne idée. Et donc on les engraisse avec des aliments OGM. Donc tout ça on le mange. La viande, en fait, si on continue à manger de la viande, consommer des animaux, consommer de la viande avec un label biologique. Ah oui, mais c'est cher. Oui, c'est cher. C'est cher, mais au moins tu t'intoxiques pas. Et puis par contre, on n'a pas à manger de la viande tous les jours. On est aujourd'hui dans une époque où on consomme beaucoup trop de viande, beaucoup trop d'aliments. On tue 3 millions d'animaux par jour dans nos abattoirs en France. Partant de ce constat, c'est quand même effroyable. D'ailleurs, on se demande où est-ce qu'ils sont produits ces animaux. En fait, les animaux qui sont produits en élevage industriel, vous ne les voyez jamais. Ils sortent jamais. Un cochon ne reste pas dans 6 mois enfermé. Donc voilà, ce sont des conditions qui sont vraiment effroyables. La viande qu'on mange, elle est toxique. Il y a un livre qui vient de sortir d'une personne dont j'admire le franc-parler. Il s'appelle Pierre Inard. Il a sorti un livre qui s'appelle Omerta sur la viande. C'est quelqu'un qui a travaillé pendant plus de 10 ans dans un abattoir. En plus, il le cite nommément. Et il raconte en fait comment ça se passe, comment se passe le circuit de la viande. Là, je pense que vous allez être surpris si vous allez acheter votre viande à Auchan, ou si vous allez manger chez Flunch, ou si vous mangez des fenus avec des lasagnes. Alors oui, quelquefois il y a du cheval, mais bon, c'est pas le pire. C'est pas le pire, c'est de la viande avariée, rien ne se perd, tout se rentabilise. En fait, c'est une question de fric, comme d'habitude. C'est une question d'argent, voilà. Donc le lait est mauvais pour la santé, pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui on consomme un lait UHT, ultra haute température, pour le pasteuriser en fait. C'est une cuisson flash qui va tuer toutes les bactéries, et on va garder, cette cuisson ne tue pas les facteurs de croissance, qui sont au nombre de 3, qui sont faits pour faire grossir un veau, pour le faire passer de 40 à 350 kg. Et donc ces facteurs de croissance, nous les consommons, nous les absorbons. Et là, on se retrouve à 40-50 ans, on va voir son toubib qui va nous faire une analyse de la prostate, et puis là, on se rend compte qu'on a une prostate qui a... De veau. Prostate de veau. Et tu consommes des produits laitiers depuis ton enfance. Donc là, c'est vraiment les enfants de cette génération-là qui vont être malades de plus en plus tôt. Je ne veux pas être alarmiste, je ne veux pas être un lanceur d'alerte. La situation est vraiment dramatique. Il faut vraiment s'en rendre compte. Donc voilà ce qu'on peut dire sur le lait. Donc il ne faut pas consommer du lait de vache. Alors je ne parlerai pas du lait maternel, parce que là encore, c'est un scandale énorme. Il n'y a pas meilleur lait que celui de la mère. Le problème, c'est qu'on est dans une société aujourd'hui, il faut que le couple travaille, il faut que les 2 personnes travaillent, donc en réalité, juste pendant 3 mois, c'est pas suffisant. Et encore, je crois qu'il n'y a que 47% des femmes qui allaitent en France. 65% prennent du lait maternisé dès la naissance. C'est du lait de vache. C'est du lait de vache. Il faut savoir que dans le lait maternel, on a 7 facteurs de croissance, donc 4 de plus que celui de la vache. Et ces 4, en fait, sont pour le développement cérébral. D'accord. Donc voilà. Donc dangerosité du lait, dangerosité de la viande et tous les produits dérivés. Bon, la volaille, oui, la volaille, c'est de la viande.
Enfin, on me dit, oui, mais tu manges pas de viande, tu manges du poulet. Non, je mange pas de poulet. Le poulet, c'est la viande. Mais bon, on me l'a fait pour le jambon, donc c'est pareil, oui. Non, mais parce que, Le jambon, c'est un cochon. oui, Mais tu sais, quand tu questionnes les enfants, des fois, on se moque d'eux, ils savent pas reconnaître une aubergine, une courgette et tout. Bon, je dirais, à la limite, c'est pas le pire. Mais quand je demande à une petite fille, tu sais, vous savez le jambon? Elle me dit, oui, oui, du supermarché. oui. Ok. Mais tu sais que c'est un animal. Bon, ah oui, c'est le cochon. Ah bon, le jambon, c'est du cochon. Mais je pense C'est qu'aujourd'hui, en fait, la relation entre l'animal et la nourriture, en fait, elle est plus faite du tout. Je veux dire, les gens, ils ont plus du tout ce rapport-là comme ils avaient nos vieux dans le temps, quoi. Je veux dire, ils savaient que, voilà, on tuait le cochon, on mangeait partie là, et encore cette viande-là, elle était bien plus saine que celle d'aujourd'hui, et le lait de vache qu'ils consommaient à l'époque, c'était pareil. Alors, mais le lait de vache qu'on consommait à l'époque, moi je me souviens, il n'y a pas si longtemps que ça, moi j'ai pas 50 ans, mais il y a 30-40 ans, on allait à une ferme donc laitière, et ma mère en faisait bouillir le lait. Ouais. En faisant bouillir le lait, en fait, tu as cette crème, tu vois, qui Ouais. vient, et en fait, il y a les facteurs de croissance, tu tues les facteurs de D'accord. croissance. Voilà. Et Donc, ça, oui. je pense que ça l'est aujourd'hui. Voilà, je pense qu'à l'époque, c'était bien moins toxique, et je pense qu'ils avaient une vie aussi qui était autre que la nôtre. Ils travaillaient au champ, enfin, ils avaient un travail dur, donc. Et ils mangeaient. C'est quand même, c'est étrange, hein, il n'y avait pas beaucoup de cancers à l'époque. Hein. Non, c'est vrai. Il n'y avait pas beaucoup de diabète à l'époque. Il n'y avait pas la maladie de Parkinson. Non. Et l'Alzheimer. C'est vrai. C'est étrange. Ouais. Il faut peut-être réfléchir à ça. Bah oui. Bah justement, je pense que ton livre, il fait peut-être réfléchir un petit peu les gens aussi là-dessus, quoi. En tout cas, je l'espère. Hein. Moi, je veux dire, je pense que ça pousse quand même à la réflexion. Quand tu as fini de lire ton livre, tu te dis, voilà quoi. Je veux dire, c'est. Oui, mais il finit avec aussi une deuxième partie qui donne de l'espoir, parce Ouais. qu'en France, On en parlera juste après, ouais. on vit dans un pays qui est vraiment extraordinaire, on a encore un terroir qui est très actif, il faut soutenir les marchés locaux, il faut soutenir nos paysans, il faut... ça prend plus de temps, faire ses courses, ça prend plus de temps, faire la cuisine, ça prend plus de temps, c'est sûr que de prendre un plat surgelé, de le mettre au micro-ondes. Et donc la problématique, c'est pas une problématique d'argent, c'est une problématique de temps. Il faut trouver le temps déjà, pour s'informer. Donc pour écouter, par exemple, notre conversation qui va durer peut-être 1 heure, tu vois, il faut le temps pour l'écouter. Oui. C'est pas en restant devant sa télé qu'on va s'informer de cette façon. Donc ensuite, il faut réapprendre à cuisiner. Parce qu'on a perdu, en fait, il y a eu, je pense qu'il y a eu une cassure entre la génération de ma mère et ma génération, et puis la génération de nos enfants, où on a perdu vraiment le sens de la valeur de notre cuisine. Ouais. Il faut réapprendre en fait à cuisiner des aliments sains, des aliments non transformés. Il faut prendre le temps de manger à table. À table, quand même, c'est quand même un endroit où on peut échanger, ouais. Où on peut discuter. Et c'est vrai que la télé a fait beaucoup de mal par rapport justement à cette quiétude du repas. Trop souvent, il y a des gens qui mangent devant des informations. Et les informations télévisuelles, il y a beaucoup quand même de mauvaises nouvelles. Hein. On vit dans une période quand même assez sombre. Donc imagine ces mauvaises nouvelles que tu absorbes, ouais. Et tu manges en même temps. Donc tu sais, on mange nos émotions. Oui, tu les as sur l'estomac après, oui, c'est ça. Il faut que la nourriture, il faut que le moment du repas soit une espèce de recueillement. Voilà. Surtout qu'en général, je veux dire, la famille, elle ne s'est pas vue de la journée, donc tu te retrouves le soir, pratiquement toute la famille juste ensemble. Donc c'est vrai que c'est dommage de manger devant les infos. Voilà, enfin, c'est pas très gai, quoi. Hein. Ouais. Bon, bah écoute, c'est vrai que cette première partie du livre, faut que j'avoue, hein, c'était pas ma partie préférée. Hein. Quand je l'ai lu, c'est vrai que j'avais lu ça, je crois, le matin, la première partie. Et quand je me suis retrouvée à table, je me suis dit, bon... Allez, la partie là, elle est finie, c'est vrai que c'est assez sombre, mais c'est vrai que c'est un triste constat de la société comme elle est aujourd'hui, hein, c'est ça, on prend plus le temps. Et du coup, comme tu dis, maintenant, en général, les 2 parents doivent bosser, donc voilà, tout est obligé de faire à la va-vite, donc voilà, c'est micro-ondes, c'est machin, et c'est vrai qu'il faudrait qu'on retrouve ce truc convivial de cuisiner, de faire avec ses enfants, de faire par soi-même. Des fois, il n'y a pas grand-chose à changer hein, quand même, mais voilà, je pense que par petits bouts, on peut quand même y arriver encore hein, aujourd'hui. Hein, Il faut juste le vouloir. Tu sais, voilà. C'est une question de choix et de volonté. Voilà, ouais. On a toujours le choix. Peu importe ce qu'on peut nous dire par ailleurs, on a toujours le choix. On est responsable de nos actes. Ouais. On a chacun 24 heures par jour.
On a chacun nos priorités, à nous de définir nos priorités. Moi, ce que je voulais encore rajouter, c'est que dans ton livre, ce que j'aime bien, moi, c'est que tu, tu parles de ces sujets, mais je veux dire, c'est pas agressif, quoi. T'es pas là à juger les gens, ou tu vois, enfin, tu fais ça d'un ton plutôt, c'est vraiment informatif, sans dire il faudrait faire comme ça ou il faut faire comme ça. C'est tu le dis. Après, voilà, à nous de nous faire notre propre idée, de faire nos recherches et de voir, voilà, la vie qu'on a envie d'avoir, quoi. Hein, si on a envie d'avoir une vie plutôt saine ou si on a envie voilà, de continuer. Mais en tout cas, ce sera fait en toute connaissance du cause, quoi. Ouais, ouais, parce qu'on ne peut pas imposer son choix à l'autre. Non. Déjà, on n'a pas à le faire, parce que qui on est pour imposer quoi que ce soit. Personne ne tient la vérité. Tu sais, la nutrition, on parle de la science de la nutrition, elle est en fait, c'est l'équivalent de la chirurgie au Moyen-Âge. Tu vois, on apprend tous les jours. Ouais. Personne ne tient la vérité. Chacun, un petit peu parle par rapport à son expérience. Moi, je ne suis pas du tout un gourou, je ne suis pas du tout un donneur de leçons. Je ne veux pas culpabiliser les gens, parce que si tu n'as pas l'information, tu ne peux pas être conscient de tes choix. Donc, je veux juste transmettre cette information, transmettre mon expérience, définir, donc donner des faits qui sont aussi référencés. Je fais parler des gens quand même qui ont la légitimité de dire ce qu'ils ont à dire. Et je suis juste un relais, voilà. Ouais, ok. Donc là, moi, ensuite, on va parler donc, de la deuxième partie de ton bouquin. Je veux dire, c'est vraiment celle qui m'a, moi, le plus plu. Et notamment toute la partie dont tu parles des super aliments, quoi. Donc tout ce qui est le miso, les petites graines, la levure de bière, tout ça. Donc ça, c'est vrai que c'était une partie que j'ai beaucoup aimée parce que moi, je découvre encore plein de choses tous les jours, hein, comme beaucoup de monde d'ailleurs. Et c'est vrai que tout ce qui était miso, bon, j'ai encore pas goûté, mais c'est vrai que je connaissais pas trop. Et je commence seulement à m'y intéresser en ce moment. Ok, le miso, c'est fantastique. Hein. Le miso, c'est une pâte fermentée. En fait, ça vient du Japon. On en produit aujourd'hui en France, on en produit aussi au Québec. D'ailleurs, j'ai fait un post sur la page officielle. Ouais, je l'ai vu hier, ouais. Sur un jeune, en fait, ils sont pas trop jeunes, ils sont de ma génération. Ils se sont établis il y a 15 ans, ils fabriquent un miso artisanal, ils sont que deux passionnés. Il est tellement fantastique, leur miso, c'est une méthode ancestrale qu'ils exportent même au Japon, tu vois. Ouais. Donc avec les problèmes de nucléaire, etc., ils ont leur nourriture qui est contaminée là-bas, donc ils exportent même leur miso au Japon. Donc le miso, c'est une pâte fermentée de soja et de riz. D'accord. Donc ça fermente entre 3 et 5 ans. Et ça donne une pâte vraiment qui est extrêmement riche et très nutritive, qui a plein de vertus aussi de protection du système immunitaire, protection du système digestif. Donc on le boit en consommé, en soupe. On peut même faire une petite tartinade. Il y a quelques recettes dans mon livre. Donc ça, c'est vraiment un produit, en plus, comme je te dis, qui est produit en France et qu'on peut trouver sans aucun problème. Okay. Voilà, tu parlais de la levure de bière, il y a aussi les fèves de cacao cru, qui sont un des puissants antioxydants. Il y a une algue qui est fantastique, c'est la spiruline. La spiruline, la chlorella, la clamate. Donc tout ça, ce sont des produits qui sont incroyablement puissants. Je les appelle les super aliments parce que par rapport à leurs vertus, et c'est des aliments qui n'ont jamais été transformés, tu vois, et qui existent depuis des millénaires et des millénaires. Parce qu'il faut savoir que l'homme a évolué en tant que végétarien. On a un système digestif, on a un système donc, qui est celui d'un végétarien. Donc on est devenu omnivore dans le temps, on a inventé le feu, on a commencé à faire cuire nos aliments, parce que les vrais carnivores ou les vrais omnivores, on mange la viande crue, hein. Nous, il faut qu'on la fasse cuire pour la digérer, ok. Donc on peut la manger crue, etc. Mais par exemple, on a un tube digestif qui est très long, un intestin qui est très long, donc, tout comme celui des carnivores. Des herbivores. Les carnivores ont un intestin très court. Les chats, par exemple, les chiens, donc, ils ont un intestin très court pour pouvoir éjecter la viande très vite. Sinon, la viande se putrefie à l'intérieur des intestins. Donc voilà, tout ce genre de choses, on n'est pas, la viande n'est pas nécessaire à notre bonne santé. Voilà. Il faut vraiment le dire aujourd'hui. On a évolué. Peut-être que nos anciens consommaient de la viande parce qu'ils survivaient. Ils n'ont pas, je dirais, tous les produits qu'on peut avoir aujourd'hui à notre disposition. On est à même d'évoluer quand même. Nous sommes des êtres intelligents. On n'a pas besoin de manger de la viande parce que c'est nos habitudes, quoi.
Et encore, je pense que les anciens n'en mangeaient pas aussi souvent non plus que nous, hein. C'était peut-être souvent voilà, un peu le repas de fête du dimanche où on mettait un petit bout de viande dans l'assiette et ça s'arrêtait là, quoi, hein. Exactement, ça n'a rien à voir. Moi, je 10 fois plus de viande que dans les années après-guerre, quoi. Surtout qu'on en a moins besoin, je veux dire, en termes énergétiques, ou si on la mange pour ça, quoi, je veux dire, on n'en a pas besoin aujourd'hui, puisque on a pratiquement tous. C'est pas tu le sais très bien, c'est pas en mangeant de la viande, la viande ne te rend pas fort, la viande ne te donne pas de l'énergie. On peut trouver du fruit dans du chou rouge, il fait beaucoup plus assimilable que celui qui est dans la viande. Le calcium du lait est trop puissant, c'est-à-dire qu'on a de l'ostéoporose. On regarde les pays où ils ne consomment pas de lait, comme en Afrique ou en Asie, ils ont des os solides. Il faut quand même se poser des questions. Tu sais, dans mon livre, c'est quand même du gros bon sens, ça aussi. Oui. Voilà. Mais justement, je vais rebondir un petit peu là-dessus, parce que c'est vrai que quand par exemple on assiste à une de tes conférences, on voit qu'il y a quand même pas mal d'hommes aussi qui y viennent, et moi ça m'a assez étonnée, parce qu'en général le sujet, l'alimentation, la nutrition, voilà, c'est beaucoup les filles quand même qui s'intéressent à ça, et en fin de compte il y a quand même beaucoup de gars qui sont là. Et je pense qu'ils ne sont pas juste là parce qu'ils sont traînés par leur nana, mais ils sont aussi là parce que le sujet les intéresse. Ils voient quand même que voilà, tu es quand même baraqué, ils voient que tu es sportif. Et je pense que ça interpelle quand même quelque part de se dire tiens, regarde, lui, voilà, la musculature et la corpulence qu'il a. Et pourtant, ce mec-là, voilà, il mange pas un gramme de viande, quoi. Donc je pense que quelque part, ça doit quand même les titiller et se dire tiens, donc c'est quand même possible, quoi, de garder de la masse musculaire. Tout en consommant végétal, quoi. Oui, de l'énergie. Il n'y a pas que le muscle dans la vie, ce qu'on a dans la tête également. Mais bon, il faut rester en bonne santé. Mais bon, j'attire les gars parce que je suis barbu aussi, c'est peut-être pour ça. Je suis très fier de ça parce qu'il y a beaucoup d'intervenants dans le domaine de la santé, notamment, ont été surpris lorsqu'ils ont. Ils ont vu en fait le public qui venait à mes conférences, qui est essentiel, voilà, qui est composé en grande partie de gars. Donc c'est vrai que c'est des gens qui sont conscientisés par rapport à ça, et c'est une grande fierté. Ouais. Voilà. Donc dans ton livre aussi, on retrouve quand même pas mal de recettes. Assez sympa, je dois dire. Moi, il y en a pas mal que j'ai déjà testé et que j'aime beaucoup, notamment le Power Cake. Je crois que voilà, celui-là, il a vraiment, c'est vraiment ma recette chouchou. J'aime bien aussi parce que tu as pas mal de vinaigrettes aussi, donc tu donnes plusieurs recettes donc de vinaigrettes ou de petites sauces, voilà, d'accompagnement pour des salades ou des choses comme ça. Il y a quelques jus aussi. Voilà, je veux dire, les recettes, c'est toi qui les as élaborées, ou où tu les as trouvées comme ça quelque part, où tu les as arrangées un petit peu à ta sauce, ou C'est des recettes originales. Après, tu sais, dans le domaine de la cuisine, rien ne s'invente, tout se recycle. Ouais. Donc il est assez facile aujourd'hui d'adapter certaines recettes. Tu parlais du power cake. J'ai supprimé par exemple les farines avec gluten, j'ai supprimé le lait de vache et j'ai remplacé par du lait d'amande. J'ai remplacé l'œuf par une banane écrasée. Donc le sucre, j'ai utilisé du sucre de coco, c'est le sucre avec un index glycémique très bas. Donc je fais un pain d'épices aussi avec, tout ça. J'ai beaucoup appris de la cuisine crue en fait. Donc j'ai travaillé auprès de grands chefs, je suis allé faire des formations dans ce type de cuisine. Parce que, comme je te dis, du jour au lendemain, on a arrêté, ma femme et moi, de consommer de la viande. Et il a fallu qu'on se nourrisse différemment. Donc il a fallu aller chercher une formation. Il faut apprendre, que je retranscris dans une fois. D'accord. Les recettes, c'est une recette originale. J'ai voulu mettre du fun en fait aussi dans les recettes. Tu as remarqué aussi, je ne donne pas des quantités vraiment précises. Les gens improvisent aussi. Je pense qu'après on peut adapter en fonction même de tes goûts. Les farines, tout ça, il y a plein de choses que tu peux modifier et tu peux mettre à tes goûts, les épices aussi. C'est sympa, quoi. C'est pas qu'un élément, on doit être capable de le remplacer. C'est l'improvisation, c'est un peu comme en musique, tu vois. Tu peux jouer une partition, mais après tu peux faire un bœuf avec des amis et tu improvises, quoi. Voilà. Ok. Et ce que j'ai aimé aussi, moi, c'est ta partie, ce que tu appelles ta pharmacie. Donc ta pharmacie, en fait, elle ressemble un petit peu à la mienne, en fait, avec du miel, genre du vinaigre, du citron, de la cannelle. Et ça, c'est assez sympa parce que tu donnes aussi quelques recettes, donc par exemple pour les maux de gorge, ou voilà, quand tu as mal au ventre, ou des choses comme ça. Et je trouve ça assez sympa, quoi. Oui, en fait, dans ma pharmacie, il y a de l'ail, il y a du miel, il y a du vinaigre de cidre de pomme, il y a de la miso. J'ai un petit kit de survie, tu vois. Par rapport à justement
tous les produits qu'on peut transporter en plus avec nous lorsqu'on est en voyage. Ouais. C'est des produits qui sont très naturels. Donc je parle beaucoup aussi des herbes, des tisanes. Ouais. Tu vois, les gens ne savent pas par exemple que la valériane, c'est ce qui a donné le Valium, que la camomille est très active pour justement nous calmer et pour pouvoir passer une bonne nuit. Les vertus de l'ortie, les vertus des plantes sont extraordinaires. Et la tisane de thym. On a la capacité aussi d'alcaliniser notre corps. Ouais. Parce qu'en fait, tout ce qu'on mange aujourd'hui est acide. Ouais. Donc tous les produits animaux sont acides. Le lait compris, les œufs compris, toutes les céréales sont acides, tous les sucres sont acides. Donc on mange énormément d'acidité. Il faut alcaliniser notre corps pour avoir un pH neutre, parce qu'il est composé à 3/4 d'eau, comme une piscine. Et donc il faut avoir un pH neutre. Pour que ce pH soit neutre, il faut qu'on réalcalise notre corps. En consommant plus de végétaux, plus de fruits, en buvant énormément, et puis en essayant comme ça d'avoir un équilibre de pH. D'accord. J'ai mon chien qui entend ton chat miauler, il est en train d'écouter là. Il me fait rire. Alors je voulais savoir, donc depuis combien de temps maintenant donc, tu as adopté ce style d'alimentation saine? Ça fait plusieurs années déjà? Ça va faire la 5e année, on a commencé en 2010. Ouais. D'accord. Et est-ce que tu t'offres quand même de temps en temps, genre un jour off, ou alors quand même un petit plaisir de temps en temps, genre je sais pas moi, une petite brioche quand même, ou un croissant, enfin, histoire de voilà, de pas trop nous culpabiliser en disant que tu manges que des trucs sains et... Non, mais ça fait beaucoup rire pendant les conférences, tu l'as vu, quand je parle du jour off. En plus, j'en ai plusieurs maintenant du jour off par semaine parce que je suis comme souvent sur les routes. Donc, je visite à droite à gauche, je goûte plein de spécialités, tu vois. Il faut pas devenir des ayatollahs de l'alimentation. Donc, il faut faire attention à ce qu'on mange. Au plus on mange sain, au mieux c'est. Et surtout, il faut continuer à se faire plaisir. À se faire plaisir, Moi, tu sais, quand je suis au Québec, je rêve de pain au chocolat, je rêve de brioche, de pâtisserie, tu vois. Donc, je sais que c'est pas très bon pour notre santé, mais si t'en manges pas tous les jours. Ouais. Moi, je sais que j'en mange le dimanche, quoi. Je me fais plaisir d'aller chez mon boulanger, prendre un bon gâteau, tu vois, les viennoiseries. Je me fais plaisir, quoi. D'accord. Voilà, je peux manger un McDo qui est une grosse saloperie, il faut le dire. Mais j'en mange rarement, quelquefois quand je vais au cinéma, tu vois. Ouais. Et encore, pour te dire, pour le McDo, en plus on en prend un à deux avec ma femme parce que j'arrive pas à le finir, tu vois. D'accord. C'est-à-dire que j'ai plus cette gourmandise que j'avais pas. C'est trop sucré, ça devient écœurant, quoi, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ouais, je comprends. Je comprends complètement. C'est trop sucré, voilà. Et quand je fais goûter un cacao cru, qui moi je trouve, tiens, il est bon, il est sucré, je le fais goûter à quelqu'un qui n'a pas l'habitude de ça, il va dire, oh, c'est amer. Ouais. C'est faux, tu vois. Il faut qu'on retrouve le goût, notre instinct animal, en fait. Il faut qu'on retrouve notre goût. Voilà. D'accord. Donc on va un petit peu parler de ta tournée. Donc l'an dernier, tu as fait une grosse tournée francophone qui a franchement cartonné. Moi, je sais que j'ai eu la chance d'aller te voir à Yutz. Je me rappelle que l'amphi était plein. En plus, c'était dans une enceinte universitaire. Donc, je vais dire, ça a apporté encore plus de trucs à la chose. Je dois dire que moi, ta conférence, elle m'a complètement bouleversée. Je sais qu'à la fin quand tu avais fini ta conférence, tout le monde était debout, on a applaudi. Moi, j'avais limite les larmes qui me coulaient, quoi. Enfin, j'ai eu l'impression que c'était je sais pas, ça a été un méga truc. En émotion, ça a été juste hyper fort, quoi. Et il y a un truc qui m'avait beaucoup plu dans cette conférence. C'est un truc que toi t'appelles en fait un égrégore, c'est ça? Ouais. Donc, oui, la conférence spectacle à Yutz était vraiment incroyable. Donc, c'est vraiment un très très bon souvenir. J'ai l'habitude en fait de faire un égrégore au début de la conférence. Donc, pour ceux qui veulent vraiment voir l'ambiance, il y a une vidéo sur YouTube qui s'appelle Égrégore à Yutz. Ouais. Je l'ai mis sur mon blog d'ailleurs, pour ceux qui veulent venir le voir. Ouais. Donc, en fait, on crée le fait d'applaudir ensemble et de s'unir, en fait, on crée une force en fait qui va vivre pendant la durée de la conférence. Ouais. C'est cette communion, c'est cette union qu'on fait avec un groupe de personnes. Voilà. D'accord. Donc c'est quelque chose que je fais régulièrement en début de conférence pour dynamiser un petit peu la salle. Ça fonctionne vachement bien en tout cas. Par contre, pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller te voir l'an dernier en tournée, en conférence, est-ce que tu en as d'autres qui sont prévus cette année pour 2015?
Oui, je vais repartir en tournée. Alors, je représenterai le même spectacle, mais dans une configuration peut-être différente, sans doute sans doute dans des théâtres ou dans des salles un petit peu plus grandes, faire moins de dates. Ouais. Mais il y a beaucoup de gens en fait, qui m'ont connu après la tournée, et puis notamment par rapport au passage sur Canal+, aussi, qui a été médiatisé. Donc, ils attendent de voir aussi cette conférence spectacle. Donc c'est une, voilà, j'appelle conférence spectacle parce que comme tu l'as vu, c'est assez théâtralisé, il y a de la musique, il y a de la vidéo, il y a une ambiance, quoi. Et là, je suis en train de mettre au point une autre conférence qui va être, elle, un peu plus orientée sur le sport. D'accord. Et j'ai beaucoup de demandes de sportifs. D'ailleurs, je crois que tu cours le marathon. Oui, enfin j'essaye. Quand je m'arrête pas au mur des 30. Je vais rapidement me passer sur tout ce qui nous intoxique au quotidien dans une alimentation, je dirais, sportive. D'accord. Je parlerai beaucoup des compléments alimentaires aussi qui sont sur le marché aujourd'hui, à base notamment de produits laitiers, de poudre protéinée. Ouais. Je donnerai des alternatives, j'expliquerai comment je me nourris aujourd'hui, et j'ai la chance de collaborer avec de grands champions sportifs. Donc, est-ce que tu as d'autres projets pour 2015, genre peut-être un nouveau livre, un livre de recettes ou quelque chose? Est-ce que tu peux nous dévoiler peut-être quelques projets? Il y aura sûrement un nouveau livre en 2015. Je suis en phase d'écriture, mais comme je te dis, je vais faire cette tournée avec en plus des conférences dans le milieu du sport. Donc ça va, je vais prendre le temps aussi d'écrire peut-être la suite de Hit ou un autre livre un peu plus léger, je ne sais pas pour l'instant, mais dans tous les cas, il y aura un autre livre pour 2015, il y aura la tournée spectacle, donc on y se mange, et plus d'autres interventions, notamment dans les clubs de sport, avec ces conférences pour les sportifs. D'accord. Bon bah écoute, moi je t'ai posé toutes les questions que j'avais à te poser, j'espère que voilà, ça aura répondu pour tous ceux qui nous écoutent à pas mal peut-être de leurs interrogations. Je te remercie vraiment beaucoup et merci d'avoir accepté de la refaire une deuxième fois parce que je l'ai expliqué sur mon Facebook, je sais pas, il y avait un gros souci avec Skype et comme je suis une grosse nulle de la technologie, voilà, on a dû refaire cette interview, donc vraiment merci d'avoir accepté de la refaire. Écoute, je te laisse le mot de la fin si tu as quelque chose à rajouter et puis voilà. Je voulais à mon tour te remercier parce que tu fais partie des premiers blogs en fait, qui ont relayé Hit. Alors maintenant c'est un petit peu facile de le dire parce que il y a le numéro 1 des ventes sur Amazon, il y a eu des passages télé, il y a les médias mainstream qui commencent à parler du succès de Hit. Mais ce succès, il est grâce à vous, lecteurs, donc que j'appelle les Hitmen. Il est grâce à toi Delphine et les gens qui comme toi ont cru au livre dès le début, je me souviens, c'est il y a un peu plus d'1 an. Ouais. Donc c'était pas évident de parler aussi de sujet. C'est un livre qui est chaud, c'est un livre beaucoup de points. Ouais. Donc merci beaucoup à toi d'avoir relayé le message. Merci. Et j'ai un dernier mot en fait pour tes auditeurs, pour ceux qui te suivent, c'est de bien réfléchir à cette phrase: on est ce que l'on mange. D'accord. Réfléchissez à ce que vous mangez, ayez conscience de ce que vous mangez, que ce soit des animaux, que ce soit des produits industriels, que ce soit des produits chimiques. Ne croyez pas à ce qu'on vous dit, soyez toujours dans le doute, allez chercher les informations par vous-même et prenez garde que les sources que vous consultez viennent de personnes indépendantes comme moi et comme d'autres. Voilà, soyez toujours sur le qui-vive et prenez soin de vous. Merci. Merci Gilles, salut. Salut.